Nous ne sommes pas révolutionnaires contre bonapartistes. Nous ne sommes pas la République contre l'Empire. Nous ne sommes pas féministes contre misogynes. Nous ne sommes pas pacifistes contre militaristes. Ici, nous ne sommes que des citoyens, face et uniquement face à l'histoire. L'histoire est un paysage dont nous, les citoyens, sommes les héritiers. Sur ces chemins, des histoires, il y en a de toutes sortes. Les petites histoires humaines, qui sont comme des petites pierres polies et douces, suivant une enfance qui ricoche et roule sans effort dans le temps. Le temps, lui, est cette maladie de l'histoire. Il finit par marquer sur ces pierres des imperfections. Fragilisées, elles deviennent poreuses, diminuent et finissent par disparaître, ne laissant traîner que des grains qui s'envolent comme une pensée, pour ne rester qu'un lointain souvenir. Vient ensuite l'histoire de nos grandes sociétés et civilisations, des royaumes et des empires qui atteignent des sommets. Et comme sur ces vieilles montagnes, l'érosion provoquée par le temps marque leur déclin, les réduisant à des courbes plus sages qui se perdent dans l'horizon. On s'habitue à ces paysages moins impressionnants et on finit par les oublier, alors que l'on jura de ne jamais le faire. D'autres histoires sont moins plaisantes, plus imprévisibles, volcaniques. Ce sont les guerres, les catastrophes qui frappent sans prévenir, comme l'éruption assourdissante et aveuglante d'un volcan. Et enfin, d'autres histoires encore plus extraordinaires semblent venir d'ailleurs, telle une météorite qui s'abat sans prévenir. Brûlantes au départ, elles finissent par se solidifier, dessinant à leur manière le paysage de notre histoire. En se solidifiant, ces roches deviennent si dures comme un roc, comme un cap, comme un pic. Que dis-je comme un pic? Comme une péninsule. Mais le temps n'efface presque rien sur ces paysages-là. Le temps creuse plutôt des formes acérées, aiguës, et bien que spectaculaires, l'histoire devient un chemin escarpé et dangereux. C'est ainsi que, comme les falaises qui émergent sur les mers profondes, les grands épisodes de l'histoire reposent sur des écueils cachés et des gouffres mouvants. 200 années auront sculpté les reliefs et les écueils de l'histoire de Napoléon Bonaparte. Dans ces flots gorgés d'histoire, les écueils deviennent à chaque anniversaire une attraction touristique, où les touristes de l'histoire commémorent sans mesure et condamnent sans retenue. Affirmant avec aisance, jouant les porteurs de vérité, ils se prétendent guides dans des eaux pourtant bien troubles. Et le pauvre peuple, sur ses chaloupes, se laisse entraîner dans ces courants idéologiques et historiques qui déchaînent les passions sous une pluie torrentielle d'idées fraîchement fausses, le tout balayé par un déferlement d'opinions pourtant bien vagues. Chaque année, c'est dans la brume que l'on commémore Napoléon. Les cœurs à la dérive, tango au rythme des vents et des marées, se fracassant sur les impitoyables écueils de l'histoire jusqu'à ce que naufrage s'ensuive. Et la division est à l'extrême dans ce combat des flots, car la confusion règne sur l'homme de Napoléon. Un homme qui échappera à toute justice et laissant sa légende se construire sur de nombreux récifs et récits. L'île de Beauté, le premier récit. Dès son enfance en Corse, Napoléon Bonaparte démontrera déjà une certaine ambition. Un de ses professeurs à l'école militaire de Paris écrira « Corse de naissance et de caractère, il ira loin si les circonstances le favorisent. » Napoléon n'aura besoin d'aucune circonstance. Son ambition lui suffira pour aller loin, trop loin. Le 18 Brumaire, la météorite Napoléon frappe la France. Son coup d'État est un succès. C'est alors que les premiers écueils de son histoire émergent, ceux qui font la division d'aujourd'hui. Parmi nous, certains verront en lui le salvateur de la Révolution, celui qui sortira la France de la terreur. Et d'autres verront en lui le despote qui a fait avorter la Révolution. Alors je ne suis ni de ces premiers, ni de ces derniers. Napoléon lui-même est loin de ces considérations. Il n'est ni le despote, ni le sauveur. Il est ce qu'il sait faire de mieux, être lui-même, être Napoléon. Et Napoléon est un homme de guerre. Son ascension politique ne desservira que ses ambitions militaires. D'abord, sous le costume du consul, Napoléon porte l'habit du général, et c'est ainsi qu'il administrera la France. Ce génie le fera bien.
menant des projets qui mèneront à des conditions favorables à l'instauration de la paix et de la stabilité. Mais la paix ne sera qu'illusoire, elle ne sera jamais une destination. Si vis pacem para bellum, pour Napoléon c'est tout l'inverse. Si vis bellum para pacem. C'est alors que s'enchaîneront les campagnes militaires, en se clôturant avec l'effroyable campagne de Russie, où sur 480 000 soldats, 20 000 reviendront. Un bilan glaçant qui conduira l'empereur à l'exil. L'île de l'Elbe, la résurrection. L'histoire aurait pu connaître son répit sur les récifs de l'île de l'Elbe. Mais Napoléon ne s'arrête jamais. L'exil et les défaites ne suffiront pas à stopper l'empereur. Napoléon se laisse alors aller à son appétit dévorant et son désir de puissance et se lance à la conquête de sa propre nation. De retour sur le territoire, Napoléon reprend le pouvoir. L'empereur est de retour pour 100 jours et entraîne la France dans un ultime projet d'invasion, attaquant la Belgique, puis marchons vers la Prusse où il devra capituler. À la quête de sa gloire, l'empereur ressuscité sème de nouveaux morts derrière ses pas. La mort, la voilà qui tend les bras à l'empereur. L'île de Sainte-Hélène, le dernier souffle. Napoléon, face à la mort et ses échecs, écrit alors ses mémoires. Mais ce que notre mémoire, à nous, doit retenir de son règne, c'est 3 dates. 1795, destruction de la Constitution. 1802, restauration de l'esclavage. Et 1,4 million de Français morts sur le champ d'honneur pour un homme qui n'en avait pas. Napoléon ne peut avoir d'honneur s'il n'a pas le courage de regarder en face la vision de l'homme que ses choix impliquent, qu'il ait enfin le courage de regarder son œuvre. Une œuvre où l'homme sera exploité de la première chaîne en tant qu'esclave à la dernière chaîne en tant que chair à canon. Le bien qu'il a pu faire entre les deux, il ne peut en tirer aucun mérite. D'un bout à l'autre, cette machination est abominable, et que Napoléon ne dise pas qu'il n'a pas voulu cela, car cela, c'est l'action d'un homme, et uniquement d'un homme dominé par son idée de conquérir, commandé par son ego, aveuglé par la gloire et le triomphe. S'agissant des premiers, que là encore Napoléon ne dise pas qu'il n'a pas voulu cela, car cela, c'est-à-dire la bestialisation de l'homme, Napoléon l'a accepté, dès lors qu'il a renié à l'esclave la simple qualité d'être comme lui-même, c'est-à-dire un homme. L'homme, quelle considération Napoléon pouvait-il avoir pour ses semblables? Sur cette île de Sainte-Hélène, le mal est déjà fait, il est trop tard. Et le dernier souffle de l'empereur emportera ces derniers mots, tête d'armée. La tête d'une armée qui n'aura combattu que pour la gloire de son nom. Voilà la vérité que la postérité doit entendre. L'île de France, le dernier récit. Ici reposent les cendres de Napoléon. Le calme est revenu après l'ivresse de la tempête du bicentenaire. Mais au pied de ces falaises reposent des chaloupes renversées, et l'air salé d'un malaise porté par des vents ascendants vient caresser nos visages. Oui, là où nous nous tenons, sur les hauteurs de l'île de France, au 35e étage de cette arche de la Défense, c'est 200 ans d'histoire et autant de chaloupes renversées qui contemplent une justice restée silencieuse. Et cela doit cesser. La justice se doit d'éclairer et de dévoiler les écueils de Napoléon Bonaparte. Alors sur les falaises de notre histoire et le malaise Napoléon, nous devons bâtir un phare et prononcer sa condamnation. Ce phare, c'est la justice. Ce phare, c'est vous, Monsieur le Président. Boum! Une boule de neige s'écrase sur le front du petit Auguste. À l'attaque! Le bataillon d'enfants sort des tranchées creusées dans la neige, il bombarde l'équipe adverse. Prise d'assaut. Siège pendant 15 jours. Un capitaine, Napoléon. Hiver 1783, une épaisse couche de neige recouvre le sol de l'école militaire de Brienne. De Brienne, pas de Paris. Napoléon, 9 ans, livre sa première bataille. Et il triomphe.
Napoléon, 9 ans, se bat déjà pour passer au-delà des moqueries des autres sur son étiquette d'étranger corse à l'accent prononcé et au prénom imprononçable. Napoléon, 9 ans, se bat déjà pour faire vivre une de ses passions, la défense de ses comparses. Si Galilée levait les yeux vers le ciel, Napoléon les a toujours levés vers les siens. Mais est-ce vraiment étonnant, alors que du haut de ses 6 ans déjà en Corse, son spectacle préféré n'était autre que celui de la relève de la garde. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, non. Non, ça ne l'est pas étonnant, contrairement à l'absence de réquisition que vous venez d'entendre. Car ça ne l'est pas pour un homme qui sera premier consul, empereur des pyramides, grand Saint-Bernard à Austerlitz, empereur des Français, tout cela en moins de 20 ans, si Didier Raoult est un grand nom selon certains, alors Napoléon. Aujourd'hui, nous vivons avec lui. Il est le forgeron d'une société dont on est les héritiers et les dépositaires, et si vous n'en êtes pas encore conscient, alors écoutez-moi attentivement ce soir. Que vient-on sérieusement d'entendre? Il est temps d'y remettre un peu d'ordre, parce que non, les mœurs d'aujourd'hui ne sont pas les mœurs d'hier. Napoléon Bonaparte ne peut pas devenir un exutoire et être jugé à l'emporte-pièce ce soir. Ne soyons pas de simples touristes de l'histoire. Nous parlons de 200 ans d'écart de mœurs, d'une époque où le monde normal était un monde en guerre, où la paix était l'exception, où l'odeur flottant dans les salles des tribunaux était celle de la poudre, pas du vomi du public sur les photographes suite à l'accusation d'Hannibal Lecter, non. Non, nous ne pouvons pas donner lieu à un jugement de fait datant de 200 ans en arrière à partir d'un mode de pensée actuel. Alors tout d'abord, posons-nous les bonnes questions. Que nous a apporté Napoléon Bonaparte? Un système éducatif français? Oui. Les lycées, le baccalauréat, la recréation de l'université sous sa forme actuelle. Des institutions fondamentales au fonctionnement de notre République? Oui. Le Sénat, la Banque de France, les départements, pour simple exemple. Des monuments d'architecture qui font rayonner notre France? Oui. L'église de la Madeleine, la colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe. Notre système judiciaire français moderne en grande partie? Oui. Le code pénal, notre Bible à tous, selon la défense d'Ève, le code de commerce, le code civil. Napoléon est le socle de notre vie de citoyen, avec les règles d'égalité juridique, de liberté civile et contractuelle, de respect de la propriété, maintenant et à l'heure de notre mort, parce que les règles de succession, elles aussi, datent de 1804. Et même au-delà de la France, Madame, Messieurs du tribunal, en 1796, il pose les bases de la réunification en Italie. La Pologne lui doit sa résurrection provisoire. Dans l'hymne national polonais, vous pouvez d'ailleurs entendre Bonaparte nous donnera l'exemple. Ou plutôt, Delnem Cyclet de Bonaparte, question de traduction, je m'excuse auprès des Polonais dans la salle. Je sais que des actes, de mauvais actes ne peuvent être contrebalancés par d'autres accomplissements, mais ce n'est pas mon but. Mon but ce soir, c'est en plus d'être une avocate, une historienne, ou du moins essayer de l'être. Parce que l'historien est indispensable au juge pour, non pas comme l'avocat, mettre une sorte de préculpabilité, de préjugement sur une culpabilité éventuelle, mais pour connaître et comprendre ce qu'était ce passé dans lequel s'inscrivent les faits et les êtres qui vont être jugés. Ce soir donc, je serai les deux. Votre historienne, son avocate, même sans réquisition. La seule accusation qui tient la route dans tout le réquisitoire de monsieur le procureur, c'est le rétablissement de l'esclavage. Oui, c'est la seule. Et oui, Napoléon a rétabli l'esclavage, a interdit les mariages mixtes, rétabli le code noir. Non, on ne peut pas justifier l'esclavage. Oui, il est devenu une des variantes du crime contre l'humanité en 2001, infraction pénale devenue imprescriptible par la loi du 26 décembre 1964. Joyeux Noël. Tout ça, c'est bien vrai. Mais j'ai deux questionnements pour vous ce soir. L'élément moral et l'imprescriptibilité. L'élément moral du crime contre l'humanité est composé d'un dol général, qui est la connaissance de l'auteur que l'acte réalisé est incriminé par la loi.
Or, je n'ai pas besoin de vous préciser, pas d'interdiction de l'esclavage dans la loi napoléonienne à l'époque. Aussi, il a finalement été retenu en jurisprudence un dol spécial, la volonté d'agir dans le cadre du plan concerté, ayant une finalité de destruction totale ou partielle du groupe. Alors, ne soyons pas naïfs. L'esclavage a été entretenu pendant des siècles en raison de forts enjeux économiques. La forte rentabilité des cultures de sucre, café, cacao, épices et tabac, une main-d'œuvre à bas coût. L'esclavage pour Napoléon, c'était ça. Un des facteurs clés de la sauvegarde économique de la nation française au début du XIXe siècle. Après tous les excès du régime conventionnel, après l'impuissance du directoire, il n'y a pas de groupe. Il y a eu des excès du régime conventionnel, il y a eu une impuissance du directoire. Il n'y avait pas de racisme dans la démarche de Napoléon, une simple froideur dans la prise de décision. Napoléon n'a jamais eu pour dessein la destruction d'un groupe, peut-être un mauvais choix encore une fois, mais un élément moral, tout comme la traduction dans la langue de Molière des propos d'Elon Musk en anglais par son défenseur, qui est très bancal. Ensuite, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, dans quel contexte a-t-elle été votée et adoptée? Dans le climat politique et moral de l'après-guerre, pour s'attaquer majoritairement aux crimes commis contre les résistants et à la collaboration politique avec le Troisième Reich. C'est là que la question de savoir comment instruire et juger des crimes qui s'inscrivent dans un passé lointain est apparue. En 1987, au moment du procès de Klaus Barbie, on jugeait des faits intervenus durant la Seconde Guerre mondiale. 39-45, 1987. 1800-2021. Un peu plus de 45 ans d'écart, un peu plus de 200 ans d'écart. Un fossé. Alors, oui, n'y a-t-il pas d'autre combat à mener que celui-là? À l'heure où on s'interroge sur l'imprescriptibilité des actes de terrorisme, sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, quid du principe de contradictoire? Ah non, pardon, ça aussi, ça n'a pas été respecté dans ce procès. Quid de l'application de l'imprescriptibilité aux actes de Napoléon Bonaparte? La Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019 sur la question de savoir si le caractère rétroactif inhérent à l'incrimination de crimes contre l'humanité, conjugué à la gravité de ces crimes historiques, justifiait ou non de déroger au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Non. Non, c'est ce qu'a répondu la Cour à cette question. Ça ne peut pas s'appliquer aux faits intérieurs en raison du principe de l'égalité des délits et des peines. Alors une contradiction, vous me direz, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour moi, l'imprescriptibilité a pu jouer, par exception, de façon rétroactive, pour les crimes relevant de la Seconde Guerre mondiale, à un moment de l'histoire où l'ensemble des valeurs bafouées et piétinées étaient des valeurs qu'on chérissait avant la guerre, qu'on chérissait après la guerre, qu'on chérit encore tous les jours, aujourd'hui, en 2021, mais qui n'étaient pas chéries de la même façon au début du XIXe siècle, dans une période remplie de noirceur que Napoléon a fait cesser. Sans doute pas de la meilleure des façons, à tous les égards, mais pas d'une façon criminelle. La seule personne en France qui a été condamnée de ce chef, par son imprescriptibilité, pour crime contre l'humanité, on l'a évoqué, c'était Klaus Barbie. Or, on ne peut pas faire de Napoléon Bonaparte la seconde. Les avocats des parties civiles de Klaus Barbie le définissaient comme un monstre absolu, comme Hannibal Lecter, à bien des égards. Je cite, « On juge un salaud en y mettant les formes dont il fut toute sa vie incapable. Napoléon, lui, a créé les formes juridiques dont on parle. Raciste, nazi, antisémite, Napoléon, lui, a ressuscité la fonction de grand Saint-Nédrin. Il a lu la Bible, il a lu le Coran. La non-confessionnalité apparaît dans le premier projet du Code civil. Klaus Barbie a fui au début du procès. Napoléon s'est toujours battu pour ses idéaux jusqu'au bout. C'est pourquoi je ne demanderai pas son acquittement, puisqu'aucune réquisition n'a été faite, mais je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que les propos de l'accusation n'avaient pas beaucoup de sens. Je demande, par contre, que l'on se batte à travers le prisme de nos idéaux pour des causes présentes et futures, et non plus pour des causes passées si lointaines. Et si le sort d'une bataille est le résultat d'un instant, dans l'instant de silence qui suivra ces mots, choisissez bien le dernier coup que vous porterez pour celle-là.